Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la dernière plénière de ce Festival des idées 2025. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'espoir aussi, rallumé ces derniers jours, des débats de ces 3 jours. Un début d'élan pour sortir de l'obscurité. Autour de moi, Modibo Massaké, président de l'AIAPEC. Alors Nathalie Théo qui est en chemin, présidente de la LDH, Benoît Hamon, présidente de SS France, président là. C'est un bon indicateur pour la suite. Johanna Roland, maire de Nantes, Patrice Bessac, maire de Montreuil, vous avez tous les deux l'appel des maires pour une candidature commune. Également Florène Julian, qui est animatrice des victoires populaires. Et Lucie Castet. On va commencer tout de suite. Je vous propose après avoir entendu les dirigeants des grandes forces politiques nationales du pays, cette plénière de clôture, on l'aura compris, l'idée c'est de donner la parole aux forces sociales, aux forces économiques, aux forces des territoires, aux forces associatives. Et pour donner la parole à la société, je vous propose de partir de la parole des habitants et des habitants du pays. Ils se sont exprimés dans le cadre d'une démarche très ouverte que le Parti socialiste a organisée cet hiver et au printemps, et qui nous ont mis à disposition pour le festival. Quelques extraits d'une démarche qui s'appelle Notre France. Parlons-en. Et je vous propose de découvrir quelques extraits. Je vous demanderai aux uns et aux autres de réagir à ces propos. Notre France, parlons-en. C'est parti. Alors en théorie, normalement, ça marche. Notre France, parlons-en. C'est parti. Je pense qu'il va falloir que vous m'aidiez. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 et demi. Là, ça bouge. Un. Et alors on va même le mettre au début avec du son. Bien. Vous allez voir, ça va être bien. Je crois qu'il n'y a pas de son. On va lire sur les lèvres. Manifestement, c'est pas tout à fait simple de donner la parole aux Français. Mais l'intention est là. Je vous confirme qu'il y a du son. Parce que volume 2 là sur l'enceinte, donc il reste plus qu'une petite connexion à faire. Ça pourrait être bon signe.
chanter une chanson aussi. Hier soir, j'ai fait un karaoké, c'était très bien. Est-ce que je peux avoir juste un petit retour sur 30 secondes, une minute, 5 minutes Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Ce que je vous propose, en attendant, 4 interventions dans la salle, avant de retourner tribune. Ça va leur donner un tout petit peu de temps. C'est ce qu'il y a dans l'enquête a été réalisé en allant demander aux habitants et habitantes de ce pays quelle était leur vision de la France aujourd'hui, quelles étaient les priorités sur lesquelles il fallait agir, améliorer leur vie, la vie des habitants et retrouver de l'espoir. Je vais me pencher vers l'un ou l'une d'entre vous, un peu au hasard, et barrez-vous. Voilà, très bien. Hop. Non, vous, très bien. Vous, très bien. Parfait. N'hésitez pas, levez-vous. Si je vous dis la France, qu'est-ce que ça évoque pour vous? La France. Pour moi, la France, c'est une multitude de personnes, de divers horizons, qui aujourd'hui n'arrivent plus à se comprendre. Et le fait qu'on n'ait plus d'espace commun, de contestation sécurisée, de descendre dans la rue pour faire entendre notre voix et que ça ne marche pas, ça entraîne ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire une fascisation de la société. Et j'aimerais bien qu'on arrive ici à trouver une réponse commune. Où va la France dans 5-10 ans, ce pays, il peut ressembler à quoi? Une société plus ouverte, plus collaborative, et une société où on aura réussi à répondre aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Et pour ça, on a une société qui existe par différents échelons, sur lesquels on peut tous s'appuyer pour vivre collectivement mieux. Ça passe par qui, par quoi? Alors, moi, je suis fonctionnaire territorial, donc je vais vous dire les collectivités territoriales, mais l'État aussi son Jura, son mot à dire, bien sûr. Merci beaucoup. Vous êtes élu, mais vous avez aussi le droit de parler. Si, mais je suis Paris collectif. Donc on a fait la même dans tous les quartiers. Alors Paris, c'est bien, mais la France, pour moi, c'est le pays que l'on a envie de relever, de remettre au devant de la scène. Et moi, je dis que la France arrive à relever des élections municipales, prochaines, présidentielles et législatives, on peut aussi emmener l'Europe avec nous et ainsi redonner l'espoir dans le monde. C'est un pays qui peut porter de l'espoir dans le monde. C'est dû à quoi? Ça tient à une histoire, ça tient à des idées, ça tient à nos valeurs, à la façon dont jusqu'à maintenant on a toujours été ouvert, accueillant, et c'est ce qu'il faut que l'on retrouve. Voilà, moi j'ai honte de voir partout dans nos rues à tous les pays en guerre, toutes les famines, toutes les crises climatiques, vraiment tout ça. J'ai pas trop espoir pour
Le futur. Concernant le dérèglement climatique, la chaleur, la pluie, on n'a même pas de saison des pluies. Et vu comment ça part, j'ai même plus envie de faire d'enfants. Si on se fie aux informations, on pourrait dire que tout va mal, alors qu'en fait tout ne va pas si mal. On a des entreprises qui sont viables, qui évoluent au CAC 40, ce qui n'est pas rien quand même. La France a énormément d'atouts. En fait, en elle a un terreau qui est extrêmement fertile, des ingénieurs et des cerveaux. Après, un des enjeux de la France, c'est de conserver, de garder ses talents. La France, avant, ça faisait un petit peu rêver. C'était à l'époque, je pense, de Chirac. Si elle prend une décision, elle prend une décision. Les autres pays respectent, écoutent, que là, elle est plutôt suiveuse que meneuse. On trime beaucoup pour pas avoir grand-chose à la fin. Moi, depuis que j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, j'ai commencé apprenti. Je suis chef d'équipe, toujours au même salaire. Pour moi, la France, c'est même plus la France. On n'a que des immigrés, voilà, il n'y a peu de Français. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent pour les papiers, parce qu'ils ont beaucoup d'aide aussi, voilà, on va pas se mentir. L'image de la France a toujours été une terre d'accueil. Des boat people qui venaient du Vietnam, les gars qui viennent d'Afrique du Nord, le machin, ils savent que la France, c'est comme une mère patrie. La question décisive pour l'avenir du pays, je dirais l'immigration. En fait, c'est un sujet qui est tout le temps remis à la page, mais en même temps, j'ai l'impression dont on ne parle jamais vraiment. Il faudrait vraiment exploiter une bonne fois pour toutes le sujet de façon claire, de façon honnête. Pour l'avenir de la France, pour moi aujourd'hui, c'est la place de la femme dans la société. Les hommes prennent toujours des décisions pour nous. Les entreprises, dans la vie de tous les jours, doivent encore malheureusement toujours prouver. La République devrait donner sa chance à tout le monde grâce à l'école, que l'ascenseur social fonctionne, que ce ne soit pas une France de l'entre-soi, du piston. Dire aux gens qui sont à la CAF ou Pôle emploi, vous voulez travailler, c'est ce que vous dites. Donc travailler, ça reste comme ça parce que la France est un pays social, on fait du social. Avec l'inflation, etc., c'est impossible de mettre de côté. Heureusement qu'il y a l'aide sociale de la CAF, sinon je ne m'en sortirais pas, clairement. Avec qu'un salaire de 1 800 €. Quel que soit le parti politique, je voudrais qu'il ne soit plus des comptables, qu'ils soient vraiment des représentants de la République. On est entouré de gestionnaires qui parlent avec un tableau Excel, vous savez, et c'est la finance qui mène tout. Les dirigeants politiques, ils ont toujours une crise de retard. Ils ne sont jamais en avance de phase. Il faut inventer un autre modèle. Et pour ça, il faut changer de cadre. Il nous faut des personnes un peu inspirantes. Il n'y a plus trop de discours politiques. Ça m'a beaucoup dérangé au moment des législatives. Tout se disait ce qui n'allait pas chez les autres. Je veux des idées pour la France. Ça, nous, les petits travailleurs, la phrase, elle ne tourne pas. Mais pourquoi il serait que eux à décider? Des fois, il faudrait faire parler le peuple. Un brainstorming géant. Bonjour, je m'appelle Nour, j'ai 18 ans. Je sais pas quoi dire en fait. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans, je suis chauffeur-livreur. Je suis maman de 2 enfants. À 7 ans, je suis venue vivre à la Seine-sur-Mer. Je suis étudiante en apprentissage pour être éducatrice spécialisée. Je suis retraitée de la sidérurgie. J'ai grandi à Argenteuil. Je suis chef d'entreprise depuis 5 ans maintenant. Je suis venue avec ma famille, mon mari et mes 3 enfants. J'habite à Leuc, un petit village à côté de Carcassonne. Je suis enseignante en lycée professionnel et moi la France je l'aime et je ne la quitterai jamais. On se lève tous les matins pour aller travailler, mais on a l'impression que les gens courageux, ils déméritent en fait. On paye nos factures et on peut à peine manger, on peut à peine se payer quelque chose. On a encore un beau pays, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, quand on voit ce qui se passe dans le monde. C'est dur de se plaindre en France. Maintenant, j'ai l'impression qu'on était haut et qu'on dégringole au fur et à mesure. Que ce soit la scolarité, notre système social, le modèle. Je pense que l'argent, avec ce qu'on collecte, il y en a. Moi, j'ai un dégoût des politiques, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, je trouve qu'on a des politiques qui sont très déconnectés de ce qui se passe vraiment. On ne donne pas la parole, je pense, aux bonnes personnes. On prend des décisions qui sont complètement aléatoires. C'est parfois incompréhensible. C'est pour ça que je ne crois pas en la politique. J'en ai marre d'entendre mon pays, qui est la France, employer des mots à la télé comme liberté, égalité, fraternité. Je remarque qu'il y a une ascension de précarité, mais fulgurante. Au final, ils en ont quoi à foutre de nous? Ils en ont rien à foutre parce qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est appauvrir le pays. Est-ce que vous souhaitez résoudre nos problèmes à nous? Est-ce que vous portez les intérêts des Français? Ou est-ce que vous portez les intérêts d'une certaine minorité, comme on le voit avec Macron, avec les plus riches, ou encore d'une certaine catégorie, c'est-à-dire les Français de souche? On n'a plus cette confiance en vous, excusez-moi de le dire, mais déjà, si vous n'arrivez pas à travailler ensemble, comment nous, on peut vous faire confiance? Essayez de vous rejoindre les uns les autres, même si vous n'avez pas la même opinion, essayez de trouver un consensus
pour essayer de faire évoluer cette France. Moi, j'ai la chance d'avoir mon fils qui travaille en ce moment au Texas. Il me dit, papa, la France, vu des États-Unis, c'est le bordel. Regardez la chaîne de l'Assemblée, excusez-moi, c'est le bordel. Je lui dis, mon fils, du chaos va naître l'équilibre. J'avoue que j'ai hésité à venir parce que je me demandais s'il y avait encore des espaces où on pouvait discuter sans s'arracher les yeux. Vous avez su faire parler beaucoup de gens très différents, dire des choses très intéressantes sur des sujets qui nous préoccupent tous. J'ai pas trouvé ça pessimiste en fait. J'étais plutôt content de voir qu'il y a des gens qui disent des choses intelligentes en France parce qu'actuellement on a l'impression qu'il y a que des imbéciles qui parlent quoi. Personnellement, j'aimerais retrouver dans le monde politique, quels que soient les partis, des visions. La vision de nous amener quelque part. Nous, monde économique, on a besoin de se conforter au monde politique. En 1960, Général de Gaulle pense la défense, pense le nucléaire. Nous avons besoin d'avoir des hommes politiques qui soient des visionnaires. Aujourd'hui, on a l'extrême droite qui a une idéologie qui est structurée, qui est claire, qui a des soutiens financiers. Et moi, je regrette qu'à gauche, on ait un discours souvent très flou et qui vise à dénoncer. Je crois que dénoncer, c'est pas un projet de société en fait. C'est pas comme ça qu'on va embarquer ceux qui s'interrogent légitimement sur qu'est-ce que l'identité française. C'est vrai que autant de mes grands-parents dans l'Hexagone, tout le monde avait la peau blanche. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Si on regarde le projet qu'ont mis en place les inventeurs de notre République, ils ont créé une identité pour lier des gens qui avaient rien en commun. Ils sont allés dans la même école, ils ont appris la même langue, ils ont appris des références culturelles communes. On ne naît pas français, c'est quelque chose qu'on apprend, qui est un projet politique en fait. Ce que je sens dans ce que vous avez dit et de ce qu'on a entendu, c'est la capacité de transformation que nous portons et encore ce grain d'envie, d'optimisme qui a l'air d'être bien vivant. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est que autour de la création de solutions, il y ait un vrai débat du haut en bas, de l'est à l'ouest. Je reprends votre expression, que je crois que c'est vous. Vous avez dit on a besoin d'un brainstorming général, mais ce brainstorming, c'est à tous les étages. Il y a vraiment beaucoup de choses passionnantes qui ont été dites ce soir par tout le monde. Et ça a été dit aussi à la fin du documentaire sur en fait, vous, votre rôle en tant que politique, de nous donner une vision en fait, de nous donner un cap sur plein de sujets. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu en ce moment. Je pense que honnêtement la politique elle est loin d'être fichue. Ce qu'il faut c'est qu'on ait un vrai discours, voilà, un discours vers l'avenir et rassembleur. Rallumer l'espoir, ils en manquent pas, y compris demander des idées pour la France. Ça tombe bien, on est au festival des idées. Quand vous entendez toutes ces interpellations, ces témoignages, ces analyses, vous avez envie de leur répondre quoi? Vous avez envie de dire quoi à qui? Et quand on pense à 2027, forcément, on a tous un peu ça dans la tête. Quelle est la question décisive pour la France que vous sentez ou pressentez en entendant tout ça? Peut-être je commence par Lucie. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être ici. Merci. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions décisives et je pense que presque tout a été dit dans ce qu'on a entendu dans cet extrait de vidéo. En réalité, je pense que la question décisive, c'est de résoudre une forme de paradoxe qu'on a vu là. Ce sont des gens qui nous disent à la fois la France, je l'aime, la France, c'est le pays de la justice sociale, c'est la terre d'accueil, c'est un pays que je souhaite pas quitter parce que je l'aime, c'est une France où les entreprises en fait ont un potentiel énorme et c'est en même temps des gens qui disent il faut renouer la confiance, je ne me sens pas écoutée. J'arrive pas à finir les mois avec un salaire de 1 800 €, etc. Et donc, à mon sens, la question décisive pour 2027, c'est être en mesure de résoudre ce paradoxe d'une France qui a plein de promesses, qui fait plein de promesses, mais une France aussi où la population n'a plus confiance, y compris dans la politique. Et quand je parle de la politique, c'est la politique au sens noble, c'est évidemment pas seulement la politique au sens du partisan. Et donc, réfléchissons ensemble, j'espère que c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui, à comment on peut résoudre ce paradoxe. À mon sens, il faut aller explorer deux grandes voies. La première grande voie, c'est la question de la forme et de la méthode, et la deuxième grande voie, c'est la question du fond. Je vais commencer par le fond, parce que vous savez que ça me tient particulièrement à cœur. Je pense que pour répondre à ce paradoxe, il faut se remettre à réfléchir sur le fond en repartant de ce qu'on écoute et de ce qu'on peut entendre des gens.
Sur le fond, il faut aussi examiner les exemples que nous donne l'étranger. Ça a été mentionné tout à l'heure par un des participants. Ce qui s'est passé à New York, c'est un signe qu'on peut partir de rien et arriver à tout lorsque, on construit un programme de fond qui est prometteur et qui est radical et qui propose un changement de société en profondeur. C'est ce que peut-être la gauche a renoncé à faire depuis longtemps, et c'est à mon sens ce que nous devrions faire, et c'est ce que nous engage à faire nos concitoyennes et nos concitoyens par leurs paroles. Donc c'est renouer avec un projet de fond en pour. On parle beaucoup, pendant le Festival des idées, on a beaucoup parlé de comment lutter contre l'extrême droite. Évidemment, je dirais jamais qu'il ne faut pas lutter contre l'extrême droite, mais il faut aussi penser à, quand on va proposer des solutions qui sont pas destinées à lutter contre l'extrême droite, on va naturellement lutter contre l'extrême droite avec un discours en pour qui convaincra les gens. Parce qu'on va pas courir après l'extrême droite toute notre vie. Il faut enfin proposer un projet qui fédère, qui répond aux préoccupations des gens, et comme ça, on luttera contre l'extrême droite. Mais ne nous présentons pas seulement comme une force en contre qui viendra lutter contre quelque chose. Il faut offrir un projet, un récit, une vision. C'est ce que les gens réclament, et ils ont raison. Et donc l'enseignement de New York, c'est proposer un projet en pour qui vienne répondre aux préoccupations des gens quotidiennes. À mon sens, ça passe notamment par renouer avec les questions économiques et sociales. C'est la gauche qui a des solutions. La gauche et les écologistes ont les solutions sur ces sujets, et les enjeux économiques et sociaux brassent la question des intérêts. Et si on a une gauche qui enfin assume qu'elle va venir servir les intérêts du plus grand nombre en France, et qui de ce fait va devoir léser d'autres intérêts, faire plier des lobbies, faire contribuer à leur juste niveau les plus riches, alors on pourra regagner la confiance, puisque vous le savez, c'est aussi un mot qui est prononcé, ils n'ont plus confiance. La confiance, elle se recrée quand on assume et qu'on est clair vis-à-vis de la population. La population comprend très bien les enjeux politiques. C'est pas parce qu'elle ne comprend pas qu'elle se détourne de la politique, mais c'est parce qu'elle n'a plus confiance dans le fait qu'on va assumer que certains intérêts, pour servir d'autres intérêts, vont être lésés. Je pense que c'est très important de le dire. Et puis je le disais sur la méthode, je ne vais pas faire trop long parce que sinon Frédéric va me faire les gros yeux. Sur la méthode, je pense, et c'est ce qu'on a essayé de commencer à engager à Bagneux, et je remercie tous les participants qui étaient à la réunion de mercredi qui en ont parlé. Ce qu'on a commencé à faire, c'est construire une équipe. Construire une équipe, c'est pas seulement pour la beauté de la collégialité et de l'esprit d'équipe, même si on l'a tous et il faut le développer. Mais c'est aussi, on l'a dit, avoir une équipe, c'est permettre de donner à voir aux Françaises et aux Français que toutes les sensibilités de gauche seront représentées. Pour 2027, ce qu'il faut absolument éviter, c'est la quête effrénée de la femme ou de l'homme providentiel. Ça n'existe pas. On a vu les dégâts que ça a pu faire depuis 10 ans en France. Oui, on a un régime qui est très présidentialiste. On peut envisager de faire changer les institutions. À titre personnel, je pense que c'est nécessaire. Mais même à institution constante, on peut gouverner autrement. Et je pense que c'est fondamental de le dire aux gens. Personne n'a la clé seule. Personne ne sait seul tout. C'est impossible et il faut reconnaître ça. Je pense que la confiance, elle se regagne aussi par l'humilité et par une posture d'humilité, et les partis doivent cesser, à mon sens, les candidates, les candidats, de singer ce que le président de la République a fait depuis 10 ans. Il faut montrer que nous savons faire preuve d'humilité, de travailler ensemble, et c'est ça aussi qui nous permettra de nous réconcilier avec toutes les sensibilités de gauche. La question, c'était comment on fait venir les absents. Moi, je pense qu'on fait venir les absents en montrant qu'on peut travailler tous ensemble et que toutes les sensibilités idéologiques de la gauche et des écologistes seront représentées par cette équipe. Je ne fais pas plus long. Merci beaucoup. Je récupère le micro. Modibo Massaquet, pareil, même question. Quelle est la question décisive pour la France? Oula. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Modibo. Pour répondre à la question, j'ai deux anecdotes. Ça va être rapide. La première, c'est ce matin. Et ce matin, en venant, j'ai croisé Lucie Katsé et elle avait la poussette. Et donc, du coup, moi, j'étais à côté de l'escalier. Bon, c'est tombé sur moi. on a pris la poussette à deux. Et elle m'a regardé et dit, attention, là, on porte l'avenir de la France. J'ai dit, quel honneur. Et ensuite, dans ma tête, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais peut-être, dans 20 ans, quand je vais recroiser cet enfant, ou dans 25 ans, je lui dirai, attention, quand tu étais fragile et petit, on t'a porté avec solidarité et amour. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que je suis éducateur. Et au quotidien, du coup, je m'occupe de l'avenir de la France. De ces jeunes-là qui sont placés en foyer et qui ont besoin justement de cet amour et de cette solidarité. C'est important de le dire parce que du social à l'éducatif, on glisse sur ce qu'il y a de politique.
Et deuxième anecdote, c'est hier quand on a fait le débat sur l'immigration et l'accueil avec Nadia Ballo-Belkacem, d'ailleurs son excellent livre, je vous invite vraiment à le lire, qui est super intéressant. Bon, on ferme la parenthèse sur le livre. Et donc, pendant ce débat, j'ai demandé aux gens, et parce qu'on est au Festival des idées et qu'il faut construire ensemble des idées, j'ai demandé aux gens quel est, selon eux, ensemble, si on peut réfléchir à trouver un mot qui peut résumer une philosophie d'une bonne politique d'immigration et d'intégration digne en France. À la fin, le mot qui a été retenu, c'est le mot « bienvenue ». Bienvenue. Maintenant, à mon tour en tant qu'étranger, de vous souhaiter à vous, Français et Françaises, bienvenue. C'est bizarre, hein? Mais pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, nous sommes beaucoup de personnes à avoir l'espoir qu'on peut construire des choses ensemble. Donc, bienvenue à toutes les personnes ici pour que la gauche se rassemble et crée quelque chose dont nous serons fiers dans les années à venir. Et puis, je m'arrête là. À la fin, j'ai une bonne annonce, une très bonne nouvelle, mais je vous dirai ça tout à l'heure quand je reprendrai la parole. Benoît, même question, quand on entend ce qui se dit là, puis dans le pays, quelle est la question ou l'enjeu décisif pour la France aujourd'hui et demain? Bon, bonjour d'abord. En fait, je pense qu'il faut arrêter de partir de ce qu'on ne sait pas. Ce qui me frappe beaucoup dans la période, c'est que gauche-droite, et ça alimente d'ailleurs plutôt les intérêts de la droite et de l'extrême droite, vous écoutez des dirigeants politiques, économiques, des journalistes, ils vont vous dire « le monde est plein d'incertitudes ». Or, l'incertitude, ça nourrit l'inquiétude, la peur, et c'est à l'évidence absolument pas l'atmosphère et le climat qui favorisera le retour de la gauche au pouvoir. Et donc je pense qu'il faut partir du contraire, de ce que l'on sait. Et à partir de ce que l'on sait, proposer aux Français, aux Européens, peut-être même au-delà, ce qu'on appelle désormais un futur désirable, c'est-à-dire une vision, un projet, ça a été dit, qui soit de nature à nous porter collectivement. C'est quoi ces certitudes? J'en vois au moins 4. Et je vais aller très vite, hein, t'inquiète pas Frédéric. La première, c'est le dérèglement climatique, c'est certain. Les scientifiques le disent, on sait que ça se passe. Et donc ce que nous devons penser, et la proposition que nous devons mettre sur la table, c'est comment faire pivoter l'économie de manière à ce que la production et la consommation cessent d'exercer une prédation sur les écosystèmes naturels, mais aussi humains, qui conduisent au désastre. Donc on a là une certitude, une transformation qui aura lieu quoi que nous fassions, et la politique doit dire de quelle manière voulons-nous que cette transformation ne se traduise pas par plus de sauvagerie, plus de désordre et plus de guerre. Deuxième certitude, la transition démographique. On en parle assez peu, un peu au moment des retraites, mais on en parle assez peu au niveau global ou de la mauvaise manière. Cette transition démographique, c'est quoi? C'est que notre continent vieillit, donc il va falloir penser la manière dont on finance nos modèles de solidarité, tandis que le continent au sud de l'Europe, qui est le continent africain, avait 800 millions d'habitants en 2000, on aura 2,5 milliards en 2050 et près de 4 milliards en 2100. Donc la question des migrations internationales et de l'inclusion, de la façon dont nos territoires, nos entreprises, nos collectivités, nos villes sont inclusifs ou exclusifs, c'est une question pour ce siècle, centrale. Troisième certitude, je vais très vite, tu vas voir, ça va aller encore plus vite, c'est l'impact de l'IA sur le travail, la connaissance et l'information. Là encore, si la gauche ne réfléchit pas à la manière dont on pense le travail, à l'heure où l'intelligence artificielle s'immisce partout, y compris là où on ne le veut pas, si on ne pense pas à la question éthique autour du rôle de la technologie, du fait qu'aujourd'hui, dans un nombre extrêmement important de nos interactions, la technologie ou l'intelligence artificielle s'immisce sans que nous ayons consenti à cette présence. Eh bien là, il y a encore une transformation dont on sait qu'elle va avoir lieu, sur laquelle on attend que la gauche réponde, sur la question du travail, de l'information, du rôle de la science, bref. Beau sujet, et il y a des solutions. Et puis quatrième certitude, c'est que c'est la fin de l'hégémonie occidentale sur les affaires du monde. C'est fini.
Vous avez une forme de catharsis aujourd'hui nord-américaine ou que l'on observe, qui est la catharsis de la domination économique et politique sur les affaires du monde, qui est très bien incarnée d'ailleurs par un certain nombre de géants de l'hypercapitalisme qui disent vouloir préserver l'espérance de vie d'un modèle qui est un modèle de développement obsolète, puisque ce modèle se fonde aujourd'hui sur la prédation de l'habitabilité de la planète. Donc on a 4 certitudes. La dernière appelant à davantage de coopération dans le monde et à un monde plus multilatéral. Et il me semble que là, si on part de cela, si on voit ce qui va de toute façon se passer, c'est quand même beaucoup plus simple que de partager entre nous le stress de savoir ah, mais que va-t-il se passer? On ne sait pas ce qui va se passer, le monde est incertain. En fait, il l'est beaucoup moins qu'on le croit. La seule chose qui est incertaine, à l'étape où nous parlons, c'est le rôle que nous y jouerons collectivement. C'est la seule chose qui est incertaine. Et c'est là-dessus que vous devez répondre, que nous devons répondre, et j'espère qu'on y répondra dans les semaines qui viennent. Johanna. Même question. La question décisive aujourd'hui pour la France, d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à chacune et à chacun, ravi de vous retrouver ce matin après le joli débat qu'on a eu l'occasion de faire hier soir. Moi je crois que la première question c'est, est-ce qu'on est capable d'écouter les Françaises et les Français? Est-ce qu'on arrive chacun avec ses prérequis, ses certitudes, ses schémas de pensée, ou est-ce qu'on est capable de les écouter et de les écouter vraiment? Et quand on regardait ce rapide film que vous évoquez, ils nous disent d'abord une chose. On a l'impression que notre voix ne compte plus. C'était quasiment un des fils rouges, je comptais, de 2/3 des témoignages d'hommes et de femmes qui aiment ce pays, qui vivent dans ce pays, mais qui nous disent « j'ai le sentiment que ma voix ne compte pas ». C'est ce que moi j'appelle la France des oubliés. Celles et ceux qui ont l'impression d'être devenus un numéro. Celles et ceux qui ont l'impression que l'organisation de la société font parfois qu'ils font mal un travail qu'ils ont choisi. Je pense aux aides-soignantes. Celles et ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont jamais la bonne couleur de peau pour trouver un boulot. Ensuite, ils nous posent une question quand même, et celle-là aussi, il faut qu'on l'entende. C'est la question de la vision. Plusieurs fois dans la vidéo, des hommes et des femmes nous disent « mais c'est quoi votre vision? C'est quoi ce que vous avez à nous proposer ?» Et on le sait tous ici. L'extrême droite amène des réponses, certes, simplistes, mais sur des émotions puissantes. Et les émotions dans la vie, ça compte aussi. Ces émotions, c'est la nostalgie, la colère, la peur, le « c'était mieux avant » qui, d'un point de vue intellectuel, se transforme par le grand remplacement. Donc si la gauche ne se met pas en situation, non seulement d'avoir une proposition programmatique crédible qui part des aspirations des Français, mais aussi quelque chose qui donne un récit mobilisateur, qui donne envie, qui donne un peu d'espoir, alors évidemment, on n'est pas au bon endroit. Et puis la troisième chose qu'il nous disait clairement dans ce film, c'est est-ce que vous allez être capable de vous rassembler? Et là, on voit bien quand même que le sentiment dominant, c'est le doute. C'est est-ce que vous en serez capable? Moi, je fais effectivement partie de celles et ceux qui étaient à Bagneux, et je remercie vraiment Lucie d'avoir pris cette initiative et de tout ce qu'elle fait sur ces sujets. Oui, nous avons besoin de cette convergence, mais nous avons besoin de l'organiser en partant des réalités des Français. Et je terminerai en disant une chose. Il se trouve que je suis à la fois maire et numéro 2 du Parti socialiste. Maire et présidente de France Urbaine, l'association qui regroupe toutes les grandes métropoles du pays. Vraiment, parfois, j'ai l'impression de vivre dans 2 mondes parallèles. Quand je suis chez moi, à Nantes, ou partout ailleurs en France sur le terrain, les Françaises et les Français me parlent de choses très concrètes. Se loger, se soigner, se déplacer, se nourrir. Et quand je suis à Paris, on me parle tableau Excel, on me parle comptabilité, mais même quand on me parle de communication et de marketing politique, on me parle narratif, on me parle récit, et j'emploie moi-même le mot. La question, c'est notre capacité à faire le lien entre la vie des gens, la vie réelle des gens. Pourquoi une mère de famille, elle a peur parce qu'aujourd'hui, si elle va aux urgences, elle ne sait pas si son gosse sera soigné? Pourquoi quand on est une famille monoparentale et que la fin du mois, c'est pas le 24, le 21 et le 9, alors effectivement, tout discours qui semble déconnecté est totalement inaudible. Et quand avec Patrice Bessac ou Éric Piolle, on prend en effet cette initiative de l'appel des maires pour une candidature commune en 2027, c'est pour dire 3 choses. D'abord, avant 2027, il y a 2026. Donc les amis, si on veut être crédible, appel à la cohérence, c'est la moindre des choses. La deuxième, c'est pour dire
que le nouveau projet qu'on doit porter pour la France, parce que la gauche, à un moment, elle doit porter un nouveau projet pour la France, il doit aussi s'appuyer sur la vision d'une République une, indivisible, mais décentralisée, et qui a dans tous les coins du pays des initiatives. Il y a ici des élus locaux, des responsables associatifs, des responsables citoyens, de collectifs. Si on ne s'appuie pas sur cette énergie, on ne sera pas au bon niveau de réponse. Et puis la troisième, c'est d'assumer qui l'on est. Et je le dis, on est dans un moment où on doit mener la bataille des idées sur les sujets sur lesquels il y a déjà des choses de préparées, des choses à dire. Qu'est-ce qu'on dit sur l'éducation, sur le pouvoir d'achat, mais aussi, je l'évoque ici, sur les sujets sur lesquels on est moins à l'aise. Le nouvel modèle français pour la gauche, il dit quoi sur la sécurité? Il dit quoi sur l'immigration? Si on est dans l'esquive sur ces sujets, si on est mal à l'aise sur ces sujets, si on n'est pas au clair, pas seulement sur nos valeurs, pas seulement sur nos convictions, mais aussi sur la manière dont nous gouvernerons demain quand la gauche aura regagné dans ce pays, parce que oui, la gauche doit regagner dans ce pays. Et je termine d'un mot. J'entends ici ou là celles et ceux qui finalement disent 2027 c'est mal barré, on n'a qu'à s'occuper de 2032. Ça provoque quoi? Ça provoque que chacun s'occupe de faire fructifier son petit appareil. Et je le dis, il y a peut-être des hommes et des femmes qui ont l'impression que leur vie à eux ne va pas changer entre 2027 et 2032. Peut-être même qu'il y en a ici à la Charité. Mais moi, je peux vous dire que dans les quartiers populaires de ma ville, dans tous les quartiers populaires du pays, ou dans les territoires ruraux, parce que nous, la gauche, on doit réconcilier la République, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'attendre. C'est à eux, à ceux qui souffrent, à ceux qui doutent, que fondamentalement, nous devons de partir de leur quotidien pour proposer un nouveau récit pour la gauche. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer, mais avant ça, est-ce que quelqu'un dans la salle veut réagir sur les premiers propos qu'on vient d'entendre, sur ce qu'on a entendu dans les témoignages de vos concitoyennes et concitoyens? Oui, je vois monsieur au fond, allez-y. Je vais être extrêmement bref. Est-ce que ça vous est possible de vous pardon, lever oui, pardon. Ouais, Pardon, je me cachais. Je ne vais pas vous me cacher. Je vais être extrêmement bref et dire que je partage profondément ce qu'a dit Lucie Castet, dans le sens où on ne peut pas bâtir une politique sur l'anti. Moi, je ne veux pas me battre sur de l'anti, parce que l'anti, ça n'a pas d'avenir. Et ça veut dire qu'on est conduit, qu'on est mené par le bout du nez par ceux contre qui on prétend se battre. On se bat sur des propositions, et les anti, on les battra à partir de nos propositions, mais pas à partir de déclarations belliqueuses. Juste, monsieur, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir quand vous pensez à demain? C'est qu'au point où on en est, il y a tellement de choses à faire que finalement, on devrait arriver à tirer quand même un minimum. C'est pas d'un grand optimisme, mais bon, ceci étant, je pense que c'est un peu la situation. Hein, quand même. Merci beaucoup. Allez-y, merci. Bonjour. Je ne suis pas sûre d'avoir entendu le mot dialogue de ces 2 jours, mais de l'avoir entendu en creux. Et je me demande quand est-ce qu'on va chercher de l'aide pour le dialogue, l'écoute, la coopération. J'ai l'impression qu'on a un petit peu une croyance à gauche que parce qu'on est de gauche, on sait coopérer, on sait écouter, on sait dialoguer. Mais je crois qu'on a été éduqués comme tout le monde à se battre et à donner des arguments, à être le plus fort, la plus forte. Il y a des professionnels de l'écoute, du dialogue, de la coopération. Et je crois qu'on a besoin d'avoir un petit peu l'humilité d'aller demander de l'aide pour faire ça. Pardon, mais il y a des urgences. À quoi ça sert de commencer par écouter? Enfin, les gens, ils veulent des Alors, réponses. J'étais médecin anesthésiste réanimatrice. Ça tombe bien, l'urgence, je connais. J'ai un de mes mentors qui disait, alors il exagérait un petit peu, parce que des fois ça se joue quand même à la minute, mais il disait, il n'y a jamais d'urgence, il n'y a que des gens pressés. Et en anesthésie-réanimation, où on est face à l'urgence au quotidien, alors des fois, il y a besoin de faire un massage cardiaque sans réfléchir, mais la plupart du temps, l'urgence, c'est de comprendre ce qui se passe et de donner la bonne réponse. Merci beaucoup. Allez-y. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à Benoît Hamon pour la lucidité du constat. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. Je voulais juste revenir à un fondamental. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme qui vise le bonheur pour tous. Et le mot bonheur, en fait, je pense que c'est un terme qui est important.
On a le même PIB que la Finlande. La Finlande a un niveau de bonheur qui est bien supérieur à la France et je pense que c'est aussi un axe de réflexion pour... Juste, comment vous expliquez qu'on soit moins heureux avec le même PIB? Alors je pense qu'il y a un problème de partage de richesse, clairement. Les questions d'héritage ont été pas mal évoquées pendant les débats hier. Les questions de logement, qui pour moi sont aussi cruciaux. Et après, voilà, il faut réfléchir à ce qui fait le bonheur, la santé, l'éducation, tout ça, ça y contribue. Merci beaucoup. Oui, madame, et après, monsieur. Allez-y, allez-y. Oui, bonjour. Je suis pas très à l'aise avec un micro, je vais essayer. Je m'appelle Christelle et voilà, j'ai une formation dans le domaine juridique, droit de l'homme, droit international humanitaire. J'ai travaillé plus de 10 ans dans l'humanitaire et ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours été fière d'être française, surtout quand j'étais à l'étranger, pour plein de raisons, je vais pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, je suis de plus en plus pas fière de mon pays et de ce qu'on fait. Et par contre, je voudrais donner une touche un peu plus positive, c'est qu'on a des ressources. Il y a justement tous ces travailleurs humanitaires qui ont une vision de ce qui se passe concrètement sur le terrain, qui ont un regard sur la situation géopolitique et on les sollicite pas suffisamment. On n'entend pas suffisamment aujourd'hui les ONG comme MSF, Médecins du Monde, que je connais bien à Gaza par exemple. J'y ai travaillé, je peux aussi en parler, et je suis choquée de la lecture, alors que on a des gens qui peuvent dire réellement ce qui se passe, des gens qui sont crédibles, des gens qui n'ont pas d'intérêt politique ou financier ou tout ce que vous voulez. Il y a aussi tout ce qui est... Comment vous expliquez que ces voix, on les entende pas dans le débat national? Parce qu'on les fait taire, je pense. Parce qu'il y a une pression importante, parce que voilà, il y a des enjeux autres qui nous échappent. Et j'ai aussi fait partie d'une plateforme qui a créé au niveau mondial des plateformes d'ONG, qui s'est structurée au niveau international. Et ça aussi, ce sont des ONG qui se regroupent pendant des forums sociaux mondiaux. Il y a vraiment des forces en présence énormes, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, enfin vraiment partout. Il existe des choses, il existe de la documentation, il existe des personnes qui ont envie de faire bouger les choses. Et il faut que la France, les Français, les politiques, enfin tous ceux qui ont la possibilité d'utiliser ces leviers, moi je suis trop petite pour ça, mais j'appelle tout le monde à utiliser ça. Voilà. On n'est pas seul, quoi, c'est ça? Pardon? On n'est pas seul. On n'est pas seul, on peut. Allez-y, je sais pas où est le micro, mais allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 24 ans et je suis bientôt doctorante en sociologie. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse aujourd'hui et je pense que, bon là c'est super, on a envie de comprendre, on a envie d'écouter, on a envie de dialoguer avec le terrain, avec les personnes qu'on n'entend pas. Et il y a une science qui est la sociologie et qui travaille là-dessus avec un cadre théorique, avec des enquêtes qui sont poussées. Et là je m'adresse aussi aux décideurs politiques, publics, aux collectivités territoriales, engager des stagiaires en master 2 de sociaux, financer des thèses, lisez de la sociologie, c'est l'une des clés et je pense qu'il faut vraiment réconcilier la gauche et les sciences sociales et c'est la clé de la solution. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas où est le micro, on m'a dit qu'il était par là-bas, mais je ne sais pas où il est. Non, mais allez-y, allez-y. Oui, merci. Et merci pour cette dernière intervention. Je suis dans les sciences sociales, donc ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. La question que je voudrais poser, c'est sur la question de la méthode, parce que là, moi, je suis très heureux d'avoir entendu au cours de ces deux jours des constats partagés, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut, les problématiques auxquelles il faut répondre. On a une vision partagée, je pense, nous tous ici. La question, c'est qu'on ne sait pas comment y arriver aujourd'hui. Donc on a la déconnexion entre les acteurs de terrain et le niveau politique national. On sait qu'il faut résoudre cette déconnexion, qu'il faut y travailler, il faut entendre les habitants, les citoyens. Mais la question, c'est comment on fait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que dans la suite du débat, avec les interventions qui vont venir, il y ait des gens qui nous proposent
une méthode concrète ou des méthodes concrètes qui nous permettent d'avancer. Et je réponds par avance à la question que vous ne m'avez pas posée, mais que vous pourriez me poser, c'est qu'est-ce qui me donnerait de l'espoir pour l'avenir? Alors, j'allais vous en poser une autre, mais alors répondez à celle-là. Sur celle-là, eh ben, ma réponse aujourd'hui, c'est je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir de l'espoir, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas cette réponse à ma question qui est quelle est la méthode? Et juste sur ce sujet-là, on a entendu notamment Johanna Roland qui revenait sur ce qu'on a beaucoup entendu, le déficit de confiance. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Je montre les personnes ici, mais en fait à nous donner à tous. Est-ce que vous avez un conseil? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours des dernières années en termes de démocratie participative en particulier. Il y a des choses comme les conventions citoyennes, et tout le monde sait, les travaux en sciences sociales ont démontré que les conventions citoyennes étaient très très investies par les citoyens. Donc c'était un succès à ce niveau-là. Et vous savez ce qui s'est passé avec les conventions citoyennes, avec les mécanismes de démocratie participative, c'est que le politique n'enclenche pas. Il ne l'écoute pas, il le met de côté. Donc les cahiers de doléances, même topo pour les cahiers de doléances. Donc ça c'est peut-être un début de méthode. Commençons par là. Commençons par enclencher les choses avec la démocratie participative. Merci. Alors, Nathalie Théiot. Je vois qu'il y a plein de mains qui se sont levées, mais vous inquiétez pas, on revient vers vous. On a le temps, hein, on a encore 24 minutes et 35 secondes. Nathalie Théiot, on entend beaucoup d'aspirations. Changer la vie, c'est un beau programme, changer la vie. Ça commence par gagner en 2027. Mais cette élection, on a bien compris que ça ne pouvait pas être un aboutissement. C'est un début, voire c'est une étape pour transformer le pays, améliorer la vie des gens. Ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, on rallume de l'espoir. En 2027, on gagne, on a compris. Pour ça, qu'est-ce qui pourrait permettre aux habitants du pays de croire vraiment que ce coup-ci, on ne les décevra pas? Bon, alors déjà, il faut effectivement, pour gagner, qu'il y ait l'unité. Ça, c'est la première chose. Et comprendre, qu'il y ait l'unité, qu'on n'a pas le choix, en fait. Parce que autant les organisations syndicales et les organisations associatives, c'est-à-dire les mobilisations de la société civile, ça fait qu'on fait barrage, comme la dernière fois, on fait barrage à l'extrême droite. Mais il faut aussi se rendre compte que s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas une offre derrière, eh ben, on ne peut pas se mobiliser. Et donc, il faut non seulement qu'il y ait unité, mais qu'il y ait effectivement des positions qui soient positives, des démarches qui soient positives. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? C'est-à-dire un programme qui fasse... Moi, ce que j'entends dans le film et aussi dans la salle, c'est qu'il est question du fait que les politiques néolibérales ont tellement fait que le principe d'égalité n'existe plus, il est juste un mot, qu'il y a des fractures sociales, il y a des inégalités croissantes, aussi bien sociales que territoriales. Et ça, il faut redonner du sens au principe d'égalité, il faut redonner le fait que ce soit effectif, que les termes liberté, parce que là aussi j'ai entendu dans la salle et au tout début que la question de lieu de débat démocratique, la possibilité de jouir de liberté, notamment de manifester et de réunion et d'expression, je l'entends aussi que c'est demandé. Donc ça veut dire qu'il faut redonner du sens à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et pas que ce soit des simples mots. C'est ce qui est dit aussi dans le film. Et donc ça, pour ça, il faut qu'il y ait un programme qui nous donne envie, c'est-à-dire quelque chose de positif, mais avec des propositions qui soient concrètes, et notamment parce qu'il y a eu, avec les politiques néolibérales, il y a eu une telle casse des services publics qu'il faut redonner le fait qu'on peut retrouver des moyens. Il y a de la redistribution de la richesse par l'impôt, c'est possible. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de donner un programme qui fasse que les services publics correspondent aux besoins des Français. Et donc ça signifie aussi qu'on redonne du sens, encore une fois, au principe d'égalité et aussi à la fraternité. Et ça, si on ne le fait pas, eh ben, on ne pourra jamais aller vers le terrain par exemple, j'entends de dire oui, mais il y a la demande de sécurité, la demande par rapport à l'immigration. On a entendu quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est français mais d'origine étrangère, qui dit ah ben il y a trop d'étrangers, etc. Ça veut dire qu'il y a eu une polarisation telle des médias qu'on a aussi un lavage de cerveau et que lorsqu'on a le fait qu'il n'y ait pas d'effectivité des droits, eh bien la politique d'exclusion
l'exclusion de l'extrême droite, ça lamine totalement les cerveaux et ça finit par dire finalement l'exclusion c'est pas mal. Et les politiques xénophobes qui sont menées actuellement, c'était par Darmanin, maintenant c'est par Retailleau, mais les politiques xénophobes, ça aboutit forcément à la discrimination raciale. Vous voyez les rafles récemment sur les contrôles d'identité. Donc on est vraiment sur une dynamique où si on dit que l'objectif c'est d'obtenir la sécurité et de travailler sur le maintien avoir une politique d'immigration ferme, en fait on va tout le temps chasser sur les terres d'extrême droite et on ne réfléchit pas à une démarche positive d'effectivité des droits et de rendre finalement une société désirable qui soit inclusive, qui soit ouverte et qui soit en fonction justement de liberté, égalité, fraternité. Merci beaucoup Nathalie Patrice Bessac. Alors, on a entendu ville, campagne, discrimination, sentiment d'abandon, difficultés sociales. Donc on gagne en 2027, on a un super programme pour résoudre tout ça. Qu'est-ce qui permet aux habitants de ce pays de croire sincèrement que ce coup-ci on ne va pas les décevoir? Ok. Bon, d'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais dire que j'ai beaucoup de respect pour Lucie Castet et dire que, à mon avis, pour deux raisons. D'abord parce qu'à chaque fois qu'elle s'exprime sur le fond. Et aujourd'hui, elle est de ceux qui sont en train de travailler pour unir la gauche et nous permettre la victoire. Et je pense qu'on a besoin d'elle. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis maire communiste d'une ville de plus de 100 000 habitants depuis 10 ans où il y a toute la gauche. Mais quand je dis toute la gauche de Réunis. On s'est engueulé pendant des centaines d'heures et au final, on a fait la régie publique de l'eau, ce qui fait qu'en Île-de-France, aujourd'hui, on a l'eau la moins chère. On a reconstruit 5 foyers de travailleurs migrants au cours des 5 années qui viennent de s'écouler. On a refait la cantine publique et on a conservé sur toutes les constructions nouvelles 40% de logements sociaux. Et on a à Montreuil l'extrême droite la plus basse du pays. Et pour moi, en vrai, ça veut dire que, franchement, si on met beaucoup d'énergie à se diviser, on y arrive. On y arrive. Si on met beaucoup d'énergie à se fracturer, c'est hyper facile d'y arriver. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il me semble que les uns et les autres, si on met beaucoup d'énergie et de travail pour se réunir et élaborer un programme commun, un programme partagé de gouvernement, on peut y arriver. Ça, c'est aussi certain. Et mon dernier mot, je suis communiste. Le parti, pour le moment, est pas dans le mouvement. Donc je n'ai pas de mandat, contrairement à Johanna ici ou aux camarades écologistes. J'aimerais dire la chose suivante, c'est que pour moi, je suis plutôt un mec, plutôt entre guillemets réglo, qui est pas dans le... Je suis pas un dissident, quoi. Ce qui me fait m'engager aujourd'hui, c'est la pensée que ce que nous avons à vivre dans 2 ans est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que quand je vais m'entraîner dans ma salle de sport où je fais du jiu-jitsu brésilien, une partie de mes camarades aujourd'hui qui à Montreuil étaient en situation régulière, qui payaient leurs factures grâce aux multiples employeurs qu'ils avaient. Aujourd'hui, ces 2 dernières années, il y en a la moitié qui n'ont pas eu leur rendez-vous en préfecture et qui sont aujourd'hui en situation irrégulière et qui ont été virés de leurs entreprises. Et donc, il me semble, au nom de l'écologie, mais aussi au nom de ces hommes et de ces femmes et au nom de ce qu'on est comme Français, de ce qu'on a comme aspiration, on n'a pas le droit de laisser le pays dans 2 ans aux mains d'une alliance en gros de la droite qui va vers le fascisme et des fascistes qui vont vers la droite. Et pour ça, il me semble qu'il y a une seule solution pour répondre à la question du comment. Il faut ouvrir un espace dans le pays où des millions de gens, comme au moment des collectifs contre le traité européen, comme dans ce qui avait été tenté au moment de la primaire populaire, il faut que dans les villages, les villes de France, on trouve le moyen de réunir
tous ceux qui veulent participer. Et à mon avis, il y a la place pour une réunion de 5 millions de personnes de gauche qui permettent d'imposer l'union, d'imposer l'unité, un programme commun, une candidature commune. Florène, Julien, même question. En gros, comment est-ce que si on a réussi à imposer l'union avec 5 millions de personnes dans la rue partout dans le pays, un gros mouvement, un programme, une transformation, ça garantit qu'on transforme le pays derrière? Ah bah oui. Bah quand même, on ne va pas faire tout ça pour que derrière ça ne fonctionne pas. Merci pour la transition toute trouvée. Moi, je fais partie de, comme beaucoup de personnes qui sont ici, des personnes qui ont participé à initier la primaire populaire en 2021-2022. Et l'intuition très forte qu'on avait derrière, c'était de dire, en fait, on en a marre de ne pas être assis à la table pour décider de ce qui va se passer à une élection où on aura un droit de vote et où, pour le moment, tout est parti pour qu'on ne soit pas content de voter pour les personnes qui sont malheureusement beaucoup trop divisées. Bon, tout le monde connaît l'issue de notre initiative. On a essayé d'écrire un bilan pour dresser ce qu'on pensait qu'on avait réussi et ce qu'on pensait qu'on avait échoué. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on n'était personne et qu'à la fin, on était un demi-million. Ce que ça veut dire, c'est que partout en France, il y a des personnes qui ont envie de gagner et qui cherchent un endroit où s'engager pour faire en sorte que leur envie, elle se transforme en action et que leur action, elle se transforme en victoire. Depuis 2022, on a discuté beaucoup avec les partis politiques et on s'est réconcilié, donc avec quasiment tout le monde maintenant. On a aussi beaucoup travaillé avec Lucie Casté, que je remercie également, et on a eu la chance d'être invité le 2 juillet pour participer à donner notre avis. Donc le matin, des acteurs de la société civile étaient invités à témoigner de leurs actions et de leurs recommandations, et l'après-midi, il y avait un temps d'échange entre les partis politiques. Moi, ce que cette journée m'a apporté, c'est de la confiance. De la confiance parce que j'ai vu des personnes qui avaient envie de bosser ensemble. Et je l'ai vu dans leurs yeux. Et je pense que cette sincérité-là, on a besoin de l'avoir toutes et tous. Et donc pour réagir sur les prises de parole qu'il y a eu, sur concrètement comment on fait, c'est quoi les outils, moi je pense qu'il y en a 3 qui sont hyper importants et qu'il faut qu'on s'attelle à mettre en œuvre dans toutes les actions qu'on va faire à partir de maintenant. Le premier, c'est la coopération. La coopération, tu l'as très bien dit Margot, et on a eu l'occasion de travailler ensemble au moment des législatives, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut s'asseoir autour d'une table, comprendre qui est l'autre, comprendre quelles sont ses forces, quelles sont ses vulnérabilités, comment est-ce qu'ensemble on peut faire la différence. Et parfois c'est plus simple d'aller seul et de foncer. Mais ensemble on est beaucoup, beaucoup plus résilient et on va beaucoup plus loin. Donc la coopération, moi c'est ce que j'ai commencé à avoir le 2 juillet et j'espère que maintenant ça va s'élargir avec tout un tas d'acteurs de la société civile qui sont clés dans ce puzzle pour la victoire. Le deuxième, c'est la confiance. La confiance, c'est croire que pour une fois, les appareils partisans vont savoir se mettre un tout petit peu de côté au regard des enjeux qu'on a devant nous. Cette confiance, moi, je l'ai un peu retrouvée le 2 juillet, mais je pense que l'ensemble des électeurs et des électrices du nouveau Front Populaire méritent de le voir. Et pour ça, je dis, chiche, la prochaine fois qu'il y a une réunion du 2 juillet, elle est retransmise en direct. Et tous les électeurs du nouveau Front Populaire, ils peuvent regarder ce qui se dit. Comme ça, ils voient dans les yeux que les personnes autour de la table, elles ont envie de faire ensemble. Est-ce qu'à main levée, il y a des personnes qui auraient envie de participer ? Non, il y a pas. Non, mais me dites pas qu'il y a que ces personnes. Qui aimerait participer à une réunion du 2 juillet retransmise en live ? Quand même. Vous n'avez pas le droit de ne pas lever la main. C'est un peu une question. Et la troisième chose qui me semble vraiment très, très, très importante, c'est la parité sociale et la représentativité. C'est, je pense, l'un des plus gros sujets qu'on a à prendre à bras-le-corps d'ici à 2026 et 2027. Il y a un rapport qui a été publié par une initiative qui s'appelle « Démocratiser la politique » que je vous invite à lire toutes et tous, qui nous apprend que si on veut que l'Assemblée nationale soit représentative des classes populaires et qu'on ne fait rien pour changer la tendance actuelle, il faut attendre 2096. Personnellement, j'aurais 100 ans. C'est impossible. On ne peut pas, quand on est de gauche, dire qu'on veut une France juste et inclusive et qu'elle ne soit pas représentative. Et pour ça, pour changer la donne, on peut s'inspirer des mesures qui sont proposées par Démocratiser la politique, mais qui sont proposées par énormément de personnes depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ce que ça demande, c'est ça demande de laisser la place. Et de laisser la place à des personnes qui ont des choses à dire. Par exemple, des personnes qui sont sur cette vidéo, peut-être qu'il faudrait qu'elles soient invitées à la prochaine réunion du 2 juillet pour participer à prendre les décisions, prendre un mandat électoral. Et ce que nous apprend le rapport de Démocratiser la politique, c'est que les classes populaires, elles ont extrêmement envie de s'engager. Il y a énormément de personnes issues de classes populaires qui ont demandé à briguer des mandats, mais on ne leur en a pas donné la possibilité.
Donc est-ce que ce ne serait pas à la gauche de faire la promesse de laisser de la place autour de la table, d'inviter la société civile, d'inviter des personnes issues des classes populaires pour qu'on ait une gauche représentative? Et à ce moment-là, moi, je fais le pari qu'on gagne et que toutes les mesures qu'on a briguées, elles sont appliquées. Eh bien, on continue à faire de la place. Oui, allez-y, puis monsieur. Bonjour. Je voulais réagir par rapport donc, à tout ce qui a été dit, vraiment d'intégrer la société civile à la fois dans le combat des futures échéances, surtout du coup de conserver cette force citoyenne au fil des mandats qu'on aura forcément, puisqu'on sera unis, réunis, etc. Et aussi, Madame l'a dit, l'accompagnement qui est hyper important puisqu'on est démunis en outils, de se faire accompagner dans la coopération, etc. pour pouvoir travailler collectivement, mener des programmes sur les différents dossiers. Et ce que je voulais dire, c'est que si on fait ça collectivement, justement, et qu'on échoue ou qu'on fait des choses qui n'arrivent pas au bout, ce sera beaucoup plus accepté par la société si on l'a fait ensemble. Et du coup, de revoir sa copie pour le faire différemment dans un deuxième temps, avec d'autres éléments, d'autres personnes, d'autres accompagnants, et que comme ça, on avance, qu'on ne cultive pas l'échec, mais on cultive l'expérience, et voilà. Merci beaucoup. Oui, madame. Oui, j'avais une question et une proposition. J'ai une question, c'est que je pensais qu'il y avait des instances qui existaient pour représenter la société civile au niveau national et régional, et on n'a jamais entendu parler ni du CESE, ni des Césaires. Alors que normalement, ils sont bien là pour représenter la société civile, avoir un contrepoids en force de proposition, etc. Donc j'aimerais bien savoir quelle est leur place, légitime ou non, écoutée ou non, utile ou non. Voilà, parce que normalement, ils sont censés nous représenter. Voilà, donc c'est une vraie question là-dessus. Et une proposition, c'est que si on veut entendre toutes ces personnes-là, les vraies personnes, eh bien, elles ont besoin d'être accompagnées. Arriver comme ça, dans des instances, eh ben, c'est pas facile. Il faut comprendre à quoi ça sert. Et je vais prêcher pour ma paroisse. Voilà, c'est que là, il y a un enjeu d'éducation permanente. C'est-à-dire que là, les personnes, ben, pour les faire parler, il faut comprendre ce qu'est la citoyenneté, il faut qu'elles aient une cellule d'écoute, de réflexion déjà au sein des différentes structures qui proposent de l'éducation permanente sur le territoire, qui sont très fragilisées aujourd'hui, c'est un autre sujet, mais il faut les préparer. Si on va les chercher, qu'on leur demande de parler, il ne va rien se passer. Alors que si elles comprennent les enjeux, si on leur donne les billes, justement pour pouvoir partager leurs enjeux à elles, on a un vivier d'idées qui est juste monumental. Merci beaucoup. Oui, au fond. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais repartir des 4 certitudes énoncées par Benoît Hamon, qui, je pense, nous ouvre des perspectives assez fortes sur le plan politique et sur le défi politique. Je crois que la France est un peuple politique, mais il faut partir effectivement de ces réalités-là, qui sont de plus en plus âpres. Et c'est peut-être à travers ce chemin-là, de ces 4 certitudes, qu'on peut définir un parcours politique qui soit crédible et qui nous permette peut-être de renouer avec ce qu'avait si bien énoncé Pierre Mendès France. Toute politique n'est pas sale, toute action n'est pas vaine. Or, longtemps, la parole n'a pas été tenue, la promesse s'est dissipée, et je pense qu'une perte du politique a été énoncée. Je voudrais ajouter 2 mots. Au mot prononcé par Modibo tout à l'heure de bienvenue, j'ajouterais le « nous serons tous d'ici ». Je pense que là, il y a un horizon qui me paraît essentiel pour coaliser les débats autour, notamment qui se focalisent de l'extrême droite sur l'immigration et sur l'islam. Eh bien, il faut définir un projet commun. Et de ce point de vue-là, le 2e mot qui est convergent, c'est tout un monde en commun. Fabriquer tout un monde en commun. Voilà, c'est nous serons tous d'ici, fabriquer tout un monde en commun. Ces 2 mots, ces 2 contributions pourraient être dans une perspective politique à partir de ces 4 certitudes et ces réalités. Merci. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Ça marche? Oui. Ça marche. Oui, il faut bien marche. parler dedans, parfait. J'avais pas du tout prévu d'intervenir. Je fais partie d'une grande plateforme de citoyens sur toute la France pratiquement, de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est, du sud, dans
plein de professions et d'engagements, tous engagés citoyennement parlant. Et il y a une notion, peut-être par erreur, que je n'ai pas du tout entendue depuis 2 jours. En fait, c'est une idée qui émerge de ce groupe de réflexion. C'est, nous avons tous eu des grands-mères qui parlaient de l'amour toujours, mais des preuves d'amour. Et en fait, que ce soit des dissidents, ce que j'appellerais facilement des dissidents de gauche. Je pense, excusez-moi pour les enseignants qui sont présents, dans les sondages, il y a 25% des enseignants qui étaient à gauche qui n'y seraient plus, voire un peu plus loin. Et puis c'est valable également dans d'autres domaines. Et l'idée qui a émergé de ce groupe de réflexion, c'est que, et ça rejoint toutes les interventions de ce matin et d'hier et d'avant-hier, c'est ce manque de confiance qui n'existe plus. C'est les témoignages du film, c'est tous nos débats entre nous en dehors des ateliers. Parce que on a chopé et on s'est à peu près mis d'accord, c'est que c'est bien beau d'avoir un programme parfait en campagne présidentielle dans 1 an et demi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un matraquage de tous les médias qui sont contrôlés par qui on sait, et des opposants qui disent pourquoi vous croire? Pourquoi vous croire? Puisque de toute façon la gauche a déçu, la droite a déçu, maintenant on va essayer ce qu'on n'a jamais essayé. Alors pourquoi? Et l'idée est la suivante, c'est que à l'Assemblée nationale, il y a nombreux députés de gauche, et l'absent depuis 2 jours, on a oublié de dire que la France est un pays riche par rapport à la planète. Et il y a des économistes, je pourrais en citer 2 ou 3, de Thomas Porcher à Piketty, en passant par Marcus Zucman, qui démontrent qu'il y a 100 milliards de possibles, sans faire de guerre civile, mais en déclarant que de toute façon, on est dans une lutte sociale. Hein. Et ces 100 milliards, ils peuvent être proposés à l'Assemblée nationale d'opposition ou de gauche, avant les élections présidentielles, pour les 10 points fondamentaux que tout le monde attend sur la santé, l'éducation, la formation de la police. On les connaît tous, les 10 points principaux. Et ça peut être... Ça ne sera pas mis en application, mais 2 ans à l'avance... Un contre-budget, quoi. 2 ans à l'avance, ça sera ce que voudra faire la gauche. Merci, monsieur. Oui. Allez-y, c'est ouvert. Oui, bonjour. Je voulais tout d'abord parler d'un enjeu qui, à mon avis, a été assez peu parlé ici au cours des différents ateliers. C'est l'enjeu au niveau de l'Europe. Mais auparavant, je voulais dire que par rapport à ce que disait Madame Roland, je trouvais que c'était extrêmement intéressant et qu'il ne fallait pas oublier, je crois, d'avoir en tête que ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires, qui avant s'appelait la province, c'est extrêmement important. Et là, effectivement, il y a du concret, il y a des problèmes concrets à travailler chaque jour. Et c'est là aussi, au niveau des territoires, qu'on se rend compte de l'importance de la parole des gens qu'on a entendus dans le documentaire. Mais ce sur quoi je voulais insister, et je trouve que c'est dommage que ça n'a pas été suffisamment présent et suffisamment suivi ici, c'est l'enjeu européen. Il y a un enjeu européen extrêmement fort en France au niveau de la reconstruction de la gauche, de la social-démocratie ou de tout ce qu'on peut appeler la gauche. Et je crois que c'est extrêmement important pour les présidentielles d'avoir ça en tête, de ce qui nous permet aussi un peu de prendre du recul par rapport à nos frontières hexagonales. On dit que alors souvent, et moi je l'ai expérimenté au niveau européen, l'arrogance de la France, qui à mon avis l'a considérablement desservi depuis des décennies, il faut quand même dire que la France est un pays important, qu'elle est dans l'œil du cyclone par rapport à l'internationale conservatrice qui elle est quasiment en ordre de marche pour toutes les élections prochaines, et qu'il faut penser à ça. C'est-à-dire pas uniquement à ce qui se passe au niveau intérieur, mais aussi à ce que la France, qui est un grand pays, peut représenter au niveau européen. Et si la droite gagne. Merci, madame. Oui, allez-y. Je prends 2 interventions et puis je reviens. Allez-y. Oui, bonjour, je suis Julien Dussard.
Moi, j'ai déménagé, enfin, j'ai quitté la France il y a 5 ans, mais je l'aime toujours. Ce qui me gêne, en tout cas, Johanna Roland, puisque ça fait bis repetita avec hier soir, et donc je me dis, ça risque de revenir. Le débat, en fait, il ne devrait pas être porté sur des besoins primaires, là, sur la pyramide de Maslow. On est en bas. Il y a toujours ces besoins de sécurité, le besoin d'appartenance qui sont présents dans les intégrations du quotidien des Français. Donc ça me gêne, en tout cas, qu'on limite déjà le débat sur ces quatre points comme ça prioritaires dans les quartiers. Et pareil pour Benoît Hamon sur les 4 enjeux où finalement on a d'autres enjeux beaucoup plus, enfin voilà, qui nous font face. Donc ce qui me gêne, en tout cas, enfin moi j'ai beaucoup plus apprécié, donc c'est de parler des outils, de voir comment est-ce qu'on pouvait s'inspirer de ce qui allait finalement être mis en place pour dialoguer, pour se parler et voir ce qu'on allait mettre en commun. Et, juste, pardon, mais là, la question... à quoi ça sert de se parler dans cette situation-là? À quoi ça sert de parler? On a entendu plein d'appels à agir, avoir des réponses, des trucs concrets. Ouais. À quoi ça sert? L'idée, c'était de gagner, donc c'est de remporter la confiance, c'est de retrouver la confiance donc, des électeurs et de pouvoir remporter des élections donc, pour... faire face aux puissances en place. Enfin, donc, je dirais que c'est ce qui me dérange ici, c'est de partir. Donc là, la lueur des sports, je la verrais plutôt sur le plan d'action, c'est-à-dire qu'il nous reste moins d'1 an. Alors certes, l'urgence, enfin voilà, mais je ne vois toujours rien de concret. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met vraiment en place donc par rapport au municipal, puis ensuite par rapport au présidentiel. Là, on parle déjà de choses où on est déjà arrêté finalement en termes de vision. Alors que pour moi, ça serait vraiment d'inclure le plus possible. Donc, on a parlé de la force de la force du public. Donc là, de voir comment est-ce qu'on fait vraiment collectif, c'est ça que j'aimerais voir. Merci beaucoup. Oui, monsieur au fond. Oui, bonjour. Je suis là. Bonjour. Hop. Je situe juste mon point de vue. Je viens d'un milieu très populaire. Je suis artiste. Et je suis apartide, c'est-à-dire je suis orphelin des partis politiques. Néanmoins, je suis là. Et je vais aller très vite. Il y a une grosse douzaine d'années, on est intervenu sur un projet artistique à Hénin-Beaumont, autour de l'avenir. On était un collectif d'artistes. Et au bout de 6 mois, donc on était auprès des classes populaires essentiellement. Certaines étaient peut-être d'ailleurs votants FN. Et au bout de 6 mois, on a pu faire 2 constats. C'est que, les classes populaires étaient capables de penser l'avenir avec des mesures intéressantes, des réflexions constructives et vraiment intéressantes, y compris sur les enjeux écologiques. Je parle d'un truc il y a 12 ans, 13 ans. Et 2, elles nous ont demandé, c'était plusieurs dizaines de personnes, qu'est-ce qui va aux prochaines élections? Il y a une centaine de personnes qui nous avaient demandé ça. Il faut voter quoi aux prochaines élections? Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Et tout ça pour dire que là, on est en train de changer d'échelle, puisque à l'époque, la gauche était désunie, voire avec quelques casseroles. Donc en fait, la gauche a perdu les élections. Le FN est parti, et de créer à Hénin-Beaumont. Donc on change d'échelle, on a le même enjeu dans 1 an ou 2. Et par rapport à ça, je pense que les artistes ont un rôle à jouer dans ce rôle-là, aussi avec une capacité peut-être d'écoute, de lien avec les classes populaires. Et ça peut peut-être démarrer dès 2026, puisque moi, en tout cas, je connais déjà un certain nombre d'artistes qui, ça pourrait faire plaisir de faire perdre Rachida Dati à Paris. Donc, voilà, où ça pourrait faire plaisir de se mobiliser en Pays de la Loire, où je travaille en ce moment, vu ce qui s'est passé cette année, donc paix sur les artistes. Merci beaucoup. Alors, on arrive un peu vers la fin, là on a dit qu'on terminait à 13h. Peut-être un dernier mot, je ne vais pas avoir le temps de vous donner la parole au 7, mais peut-être un conseil que vous avez à vous donner à vous-même et à vous tous et à nous tous pour tenir vivant l'espoir qui a commencé d'être rallumé ce week-end et puis depuis quelques jours. Peut-être je commence par Johanna Roland, si on peut. Voilà, parfait, un micro. Merci. Peut-être 3 choses. La première, Emmanuel Macron a poussé à l'extrême l'exercice d'un pouvoir solitaire, déconnecté et centralisé. Quand la gauche devra gagner dans ce pays, quand nous gagnerons ensemble, nous devrons exercer une démocratie plus
plus parlementaire, plus locale et plus citoyenne. C'est absolument un impératif. Pour pas être trop longue, je m'arrête juste sur le plus citoyenne. Ça veut dire c'est fini l'hypocrisie et c'est fini le déni. Le déni, c'est que quand il y a des cahiers de doléances qui sont déposés dans le pays, le boulot des responsables politiques, c'est de les lire, de les entendre, de les analyser, de les instruire et d'amener des réponses. Sinon, c'est du mépris et du mépris de classe. La gauche doit avoir conscience de ça, doit s'ériger en rempart et en action sur le sujet. L'hypocrisie, c'est que la grande différence entre les conventions citoyennes qu'on mène les uns et les autres dans des villes de gauche et écolo et les conventions citoyennes à la Macron, c'est quand les règles du jeu ne sont pas respectées. Quand la convention citoyenne climat est lancée et qu'ensuite on a depuis 7 mois des reculs sur toutes les politiques publiques de climat qui nous font faire un bond en arrière qu'il faut mesurer de 5, 7, 9 ans, ça aussi c'est non. Et ça aussi, il faut le dire ensemble que demain on aura un autre chemin à écrire. La troisième proposition, c'est derrière l'idée du référendum d'initiative partagée, oui, engageons-nous clairement, par exemple, à abaisser le seuil. 1 million pour les électeurs, 10% pour les parlementaires, si on veut que toutes les énergies qui ici aient vraiment leur place à la table. Et là, en fait, c'est pas une question de style de pouvoir, c'est une question de rapport à la démocratie. Et ça, dans le récit collectif qu'on a apporté, je pense que ça doit être central. Enfin, je vais terminer avec une note d'espoir en disant que les messages que vous passez ici dans la salle, on a commencé à les intégrer. Avec Lucie, avec toutes celles et tous ceux qui étaient à Bagneux et qui se réunissent depuis des mois sur les sujets. J'évoque 3 questions que vous nous posez souvent. Vous nous avez dit, tu l'as rappelé, au moment du NFP, il y a eu des choses bien, mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas aimées. Nous, quand on est à société civile, nous appelez pas au dernier moment, l'instrumentalisation, c'est non, le chèque en blanc, c'est non. Je le dis, ce message, il est reçu et bien reçu. La deuxième chose que vous nous avez beaucoup dit, c'est quoi les espaces de construction? La question de la méthode a été posée à plusieurs reprises. La capacité à faire converger en vrai les organes politiques et le mouvement associatif. Merci d'avoir raconté pourquoi le 2, vous étiez présente avec beaucoup d'autres. Et ça a été pour nous un moment important, un moment pour entendre et un moment pour construire ensemble. Et puis je terminerai d'un mot. Si la gauche veut gagner, elle doit s'adresser à tout le pays, pas à une partie du pays. Notre boulot profondément, c'est de réconcilier la politique, c'est de réconcilier et de recoudre la République, aller s'adresser aux campagnes et aux villes, à la ruralité et aux quartiers populaires. Et je crois qu'on doit à la fois totalement assumer d'être de gauche, pleinement, de mettre les pieds dans le plat à chaque fois que c'est nécessaire, de dire que la haine anti-musulmane dans ce pays, ce n'est pas possible, c'est non, et qu'on sera un rempart fort et puissant sur ces sujets, et de dire qu'on refuse que chacun soit assigné et essentialisé. Nous, la gauche, dans le nouveau modèle français qu'on a inventé, on a besoin de dire que la République, elle est une, indivisible, mais qu'elle est fière de sa diversité, et que cette diversité-là, on va la porter en vrai. Merci. Le micro à votre voisin. Benoît Hamon. Voilà, le micro là. Un conseil pour tenir vivant cet espoir les prochaines semaines, les mois, passer l'été au chaud et gagner. Je me disais, je pense que dans toutes les universités des formations de gauche, en août, septembre, il y aura un atelier comment empêcher la victoire de l'extrême droite. La question c'est, y aura-t-il un atelier comment empêcher la victoire de la gauche chez eux? Et en fait, il n'y en aura pas. Attendez, pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'ils ne pensent pas qu'on peut gagner. Alors je commence par ça, par dire que notre objectif, il doit être que nos adversaires pensent qu'on peut gagner. Et pour qu'ils pensent qu'on peut gagner, il faut que les questions qui nous paraissent essentielles, je redis, sur le travail, sur la fiscalité, sur la stratégie de transition écologique, sur la question européenne, vous avez raison madame, sur les questions d'inclusion, que ces sujets-là que l'on mettra dans le débat soient ceux autour desquels les autres se positionnent. Je donne un conseil. Moi, je gagne la primaire en 2016 parce que c'est sur la question du travail que tous les autres réagissent et sur les propositions que je fais à l'époque de revenu universel, etc. Mais c'est comme ça qu'il faut penser la prochaine élection, c'est-à-dire que mettons-nous en débat qui clive avec la droite et l'extrême droite, qui amène peut-être d'autres à gauche à se positionner par rapport à ce que nous mettrons en débat, mais qui est de nature à faire en sorte que le paysage soit organisé autour de notre lecture de la société et de ce qui nous apparaît désirable. Et je termine par un mot, ça ne peut se régler que par la démocratie, parce qu'on ne peut pas désirer une société plus démocratique et ne pas choisir des voies démocratiques
pour choisir notre projet et notre candidate ou notre candidat. Donc ça me paraît pour moi une évidence. Et ce qui doit nous inspirer dans la manière de faire de la politique, c'est cette très jolie phrase d'une anarchiste américaine qui disait, à la fin du 19e siècle, elle s'appelait Emma Goldman, « Si je ne peux pas danser, ce ne sera pas ma révolution. Si vous n'êtes pas joyeux, si vous n'êtes pas gai, si vous n'êtes pas démocratique, le monde que vous préparerez ne sera ni joyeux, ni gai, ni démocratique. » Donc il faut qu'on soit joyeux, il faut qu'on soit démocratique, il faut qu'on soit gai, et ça donnera sans doute davantage envie aux gens de voter pour nous. Florène. En 2 mots, un conseil. Un conseil, voir le verre à moitié plein. Pourquoi ? Parce que je pense que ça nous reconnecte à notre force collective. C'est pas du tout pour nier qu'il y a des choses terribles qui se passent partout dans le monde, mais si on prend par exemple la question européenne, ces derniers mois, il y a eu 2 initiatives absolument phénoménales. Une pour permettre l'avortement pour toutes les femmes en Europe et une deuxième pour interdire les thérapies de conversion. Et ça, c'est 1 million de signatures pour chaque initiative collectée à la force des bras de personnalités de la société civile qui sont allées les arracher les unes après les autres. C'est ça aussi l'Europe et c'est à ça qu'il faut qu'on se connecte, à notre force collective d'agir, et c'est une fois qu'on est connecté à cette force que derrière on est en capacité de dénoncer ce qui se passe, de demander la justice et la paix à Gaza, de faire en sorte que toutes les personnes qui sont ici trouvent un espace pour s'engager. Et ce que j'ai envie que tout le monde retienne, c'est que si on la joue collectif, à la fin on va gagner, c'est l'amour qui sera au pouvoir. Et donc dès que vous sortez d'ici, ne restez pas seul, trouvez un espace d'engagement, inscrivez des personnes sur les listes électorales, faites en sorte de vous connecter à toutes les initiatives qu'il y a autour de vous, que ce soit des partis politiques ou des associations. Ne restez pas seuls parce que quand on est ensemble, on défonce tout. Modibo. Alors, très rapidement, j'avais dit pendant ma première prise de parole que j'avais une bonne nouvelle et une annonce à faire. Bon, alors, ça va être très rapide. Ça fait 13 ans que je suis en France et moi, je fais partie de ceux qui ont été bien accueillis parce que j'ai été accueilli par ma famille, mon oncle, j'ai été accueilli par des amis qui m'ont tendu la main, qui m'ont soutenu quand c'était difficile. Et je voudrais vous dire que j'ai réfléchi mûrement et j'ai choisi de devenir français, de ma propre volonté. Et c'est un choix réfléchi, c'est un choix d'adhésion. Je vous l'ai dit, à vous les politiques, si vraiment je deviens français, je ne serai pas comme tout le monde. Parce que moi, j'ai connu autre chose. Avant de venir en France, j'ai vécu 18 ans au Mali. J'ai connu vraiment beaucoup de choses avant de venir ici. Et j'aimerais apporter une certaine humanisme dans la manière de faire la politique. Et souvent, les gens, ils mettent beaucoup de pression sur les hommes politiques. Il faut qu'on fasse l'union. Et je sens vraiment, il y a une grosse pression sur ces épaules-là. Et je reviens pour terminer. Moi, je suis un adepte de la politique du bon voisinage. Pourquoi je parle de cette politique du bon voisinage? En essayant de devenir français, ma démarche, c'est d'aller solliciter des citoyens, leur demander de me parrainer, de s'associer à ma démarche. Parce que jusque-là, en France, un étranger qui veut devenir français, c'est entre lui et la préfecture. Et un jour, j'ai mon voisin, il a 70 ans, Jean-Paul, il a de l'humour, il est très gentil. Je lui ai dit, Jean-Paul, je vais devenir français, toi, en tant qu'ami et voisin, quels sont les 2 conseils que tu pourrais me donner? Il m'a dit, c'est très simple, je te donne 2 conseils. Le premier, c'est le respect du voisinage. Et le deuxième, il me dit, le respect du passage piéton. Je dis, mais pourquoi il me parle du passage piéton? Parce que Jean-Paul, son toc, c'est quoi? S'il y a le passage piéton, il me dit, quand lui, il était enfant, pour l'éduquer, les parents disaient, le passage piéton, c'est comme le pont. Et si tu passes à côté, tu tombes dans l'eau. Et il me dit, la France, c'est aussi un peu ça. Surtout si vous, en tant qu'étranger, en tant qu'immigrant, vous arrivez ici, il y a un pont, il y a un passage piéton. Tu dois apprendre la patience. Parce que celui qui passe, tu attends. Donc la patience, ça c'est très important. Et ça c'est aussi important en politique. Il y a l'urgence, mais n'oubliez pas d'être patient. Et au début de ma prise de parole, je termine par ça. J'avais dit on avait porté un enfant avec amour et solidarité. Donc revenons aussi à ça. Amour et solidarité et la politique du bon voisinage. Merci à tous. Merci beaucoup. Lucie. C'est dur de passer après ça, merci. Juste un petit mot pour remercier ceux autour de la table et ceux dans le précédent débat qui m'ont adressé des mots très gentils. Merci beaucoup. Et à mon tour, je souhaite remercier l'équipe qui m'accompagne depuis 1 an. Sans eux, rien n'aurait été possible, donc je les remercie. Vous pouvez les applaudir. Un conseil pour maintenir vivant
l'espoir qui est né un conseil à nous-mêmes. ces derniers jours. Non, moi, ce que je pense absolument fondamental, et ce mot est beaucoup revenu dans la journée et dans le festival, c'est de renouer la confiance. Et je pense qu'il faut absolument se dire que renouer la confiance, ça ne veut pas dire de la part de la sphère politique de demander une carte blanche à la population. Renouer la confiance, c'est s'assurer du fait que l'objectif collectif, c'est réellement de transformer notre pays. On ne demande pas simplement d'exercer le pouvoir. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental pour préparer les années à venir. On espère tous qu'on va gagner. Je pense qu'il faut se dire, il faut se mettre dans la tête, et tout le monde l'a dit ici, et je pense que c'est très important de l'avoir en tête. On peut gagner, il n'existe absolument aucune fatalité dans la défaite qu'on nous prédit, et je pense qu'il faut qu'on soit les premiers à être convaincus de ça pour qu'ensuite on essaime cet état d'esprit partout autour de nous. Florène l'a dit, engagez-vous politiquement partout, de toute façon la politique est partout. Les gens qu'on a vus dans la vidéo, ils pensent ça, la politique est partout, elle est partout, et donc cessons d'avoir un rapport utilitariste à la politique. Par exemple, on dit qu'il faut lutter contre l'abstention, contre l'abstentionnisme. Bien sûr, il faut lutter contre l'abstentionnisme, mais l'idée, c'est pas simplement d'aller convaincre les gens de se rendre dans un bureau de vote. Il faut que les gens soient absolument certains que la politique peut encore quelque chose pour eux. Et ces gens-là, c'est ceux dont Johanna parle. Ce sont les oubliés, ce sont ces gens pour qui l'arrivée de l'extrême droite ou d'une droite qui est fascisante au pouvoir en 2027, le maintien d'une droite fascisante au pouvoir en 2027, ce sont eux qui paieront les conséquences de ça et les conséquences d'une gauche qui a démissionné et qui ne pense pas réellement qu'elle peut gagner. Finissons sur une note positive. Moi, ça fait 1 an que je traverse la France, que je parcours la France. Ça fait 1 an que je me dis à chaque réunion publique, quelque part, dans un petit village, dans une petite ville, dans une grande ville, je me dis, peut-être les gens en ont marre, peut-être l'élan est tombé, peut-être après cet élan de l'été 2024, l'élan est retombé. Non, à chaque fois, les salles sont pleines à craquer. Il y a des centaines de personnes dans toutes les salles où on va, dans toute la France. Et il y a tout type de personnes. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes jeunes, il y a des gens qui viennent de tous les milieux, qui croient encore à la politique. Et c'est ce message qu'il nous faut entendre. Depuis 1 an, on a fait beaucoup de choses. Je le disais, juillet 2024, on a réussi l'impossible. Personne ne prédisait ça au lendemain d'élections européennes qui ont été difficiles. On a réussi à fonder le NFP. J'ai pas réussi à fonder le NFP. J'étais pas à cette place-là à l'époque, donc je salue encore plus l'exploit. Ensuite, pendant 1 an, on s'est déplacé partout en France. Les salles étaient pleines, je le disais. Il y a quelques jours encore, on a réussi à faire ce que personne pensait possible. On a réussi à mettre beaucoup de partis ensemble. On a montré une équipe qui commence à se composer. On a montré que l'objectif, c'était non seulement d'unir les partis, mais c'était aussi d'aller beaucoup plus loin. Et ça, je pense, et c'est une question, vous avez posé une question sur les moyens, je pense que c'est une très bonne question, et vous avez vu, on s'est beaucoup collectivement appuyé sur la question que vous avez posée pour apporter des réponses. Je pense que ce qui est très important, c'est de dire aux gens, désormais, on va faire de la politique autrement, et c'est pas une promesse vaine. On va venir s'appuyer sur l'énergie qu'il y a partout dans le pays, mais pas seulement sur les personnalités politiques. Pour moi, il ne faut pas simplement prôner une forme de dépassement. Par exemple, dans la construction du programme, il faut se dire que quand on va être au pouvoir, quand on va gouverner, on va associer les associations, on va associer les collectivités territoriales, les élus locaux qui ont beaucoup à nous apprendre, on va associer les collectifs, on va associer les citoyens, on va associer aussi les entreprises, et en particulier les entreprises de l'ESS qui ont aussi beaucoup à nous apprendre sur la manière de faire. Et ça va créer un élan dans le pays, mais donc il faut que cette promesse elle ne soit pas vaine, et il faut qu'elle vienne s'incarner dans la construction d'un projet et le fait qu'on porte un projet qui va véritablement transformer le pays. Je le disais, à mon sens, cette flamme, elle ne demande qu'à être allumée. C'est ce qu'on a entendu, c'est ce que j'ai entendu dans toute la France pendant 1 an. Et donc, faisons le serment de la charité. Désormais, il faut qu'on contribue à passer cette flamme. Depuis 1 an, on travaille tous. On a commencé à rallumer une étincelle le 2 juillet. Maintenant, la question, c'est pas de croire ou de ne pas croire. Je pense qu'on n'a plus ce luxe-là. Maintenant, il faut faire preuve de responsabilité. Il faut se mettre au travail. Alors, c'est parti, camarades, allons-y. Eh bien, cette édition 2025 est finie, mais j'ai l'impression que c'est un début. Vous êtes d'une éternelle jeunesse. On avait dit 15 heures, non? C'est pas...
Là, vous prenez le micro pendant 3 heures, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est comme chaque année. Hein. Donc, chaque année, on prend 2 minutes à la fin, 2 minutes chacun avec Guillaume Duval pour vous remercier collectivement, pour remercier celles et ceux qui ont permis ce festival, qui l'ont organisé. C'est quand même 6 à 8 mois de sang, de sueur et de larmes. Non, il n'y a ni sang ni larmes, il y a parfois un peu de sueur, c'est vrai. Et en même temps, voir ce matin les regards, les sourires et je crois aussi l'envie de revenir, c'est peut-être notre plus beau cadeau. En tout cas, on a eu le sentiment que pendant ces 3 jours, on a réussi, après une année d'interruption, parce que l'année dernière, c'était le 2e tour des élections législatives à cette date prévue. Mais en 3 jours, je pense que nous avons reconstruit avec vous toutes et vous tous, les 3 piliers du festival. D'abord, l'unité plébiscitée. C'est le fil conducteur depuis le début. L'unité ne remplace pas les projets, mais sans unité, il n'y a pas de projet. Donc l'unité plébiscitée. C'est pas un luxe, c'est pas une option. C'est une intense obligation pour nous toutes et nous tous, et vous l'avez très bien dit ce matin. Ensuite, et c'est peut-être le 2e pilier, nous pensons que les idées coalisent les forces. C'est pour ça que ça s'appelle le festival des idées. Ce n'est pas le festival de la boîte à outils, c'est le festival des idéaux, des valeurs, des visions et puis aussi des idées concrètes. D'ailleurs, il y avait la manufacture des solutions dans le cloître et si vous ne l'avez pas encore visité, n'hésitez pas à le faire après. Ici, nous ne pensons pas toutes et tous pareil, évidemment, et heureusement. Mais ce que nous faisons là, depuis maintenant plusieurs éditions, et particulièrement cette année, c'est une très belle démonstration de vitalité des idées, d'où qu'elles viennent, de tous les horizons qui se sont exprimés ici. Et puis le 3e pilier, celui-là, il était attendu depuis longtemps. Peut-être que c'est la première fois qu'on a le sentiment que ce pilier-là, il devient solide. C'est qu'il y a un processus qui est engagé et qui est initié. Il ne suffit pas l'incantation, il ne suffit pas les idées. Il faut qu'il y ait un processus. Vous savez, souvent la politique, ça a servi à occuper des petits espaces. Là, il y a un processus. Il a commencé avec le nouveau Front populaire. Il s'est poursuivi il y a quelques jours à Bagneux. Nous le mettons en débat, en fait, là, ce matin, à la Charité. Lucie Castet m'a piqué le serment de la Charité, parce que j'avais envie d'appeler au serment de la Charité ce matin. Mais c'est excellent que ça soit elle qui le fasse. Oui, c'est vrai. Le serment de Bagneux, il faut le prolonger par le serment de la Charité, mais il y aura le serment de Mâcon, le serment de Dunkerque, le serment d'Illeurbanne. Il y aura, nous l'espérons, partout en France, des équipes, des collectifs, des partis aussi, mais quand même d'abord des collectifs de citoyens, parce que c'est là qu'est le nombre, et peut-être qu'est là aussi la foi, l'ardeur et le courage. Donc allons-y. Voilà. En tout cas, sans ce processus que vous avez toutes et tous engagé avec Lucie, avec beaucoup d'autres, nous ne serions que les très faibles orphelins d'une grande histoire. Donc cette histoire, on a quand même envie de la faire revivre ensemble. En tout cas, pour terminer pour ma part, et mon complice Guillaume Duval prendra le relais, on a beaucoup parlé d'humilité, de modestie, etc. C'est toujours essentiel en politique. Enfin, il y a un peu de fierté aussi. Là, il est 13h10. Il y a un peu de fierté quand même après cette très belle édition, cette 5e édition du Festival des idées. D'abord, c'était un moment chaleureux. Un moment chaleureux qui a évité la canicule, parce que la canicule, c'est l'ennemi du Festival des idées. Et vendredi soir, par 38 degrés dans cette salle et 500 personnes. Bon, la jauge est à 350, mais on est entre nous. Voilà. Festival chaleureux, un festival sans concession. Quand il y a des controverses, quand il y a des débats, on ne les met pas sous le tapis. Et c'est ça aussi le Festival des idées. Et puis, peut-être d'abord, une fierté pour tous les bénévoles qui ont travaillé. Pour l'équipe qui programme le festival, pour fierté, je pense pour Guillaume. Alors, il ne le sait pas, vous ne le savez pas, mais il est totalement inoxydable. Il avance, voilà, il trace,
et ça marche quand même pas si mal que ça à l'arrivée. Et puis il y a Nina, Delphine, Samuel et bien d'autres, et puis les Nivernais, Guillaume va en reparler. Je pense que c'est une fierté pour nous tous, pour l'équipe d'organisation, pour la Nièvre et la Charité qui nous accueillent. La Nièvre qui n'est pas perdue pour la gauche, d'abord parce qu'il y a encore beaucoup de femmes et d'hommes de gauche, il y a des collectivités et il y a des batailles à venir, donc qu'on se rassure, ça a été évoqué ce matin, la Nièvre n'est pas perdue pour la gauche. En tout cas, notre première fierté, c'est d'avoir commencé, modestement à notre manière, nous avons commencé à réveiller l'espoir. Merci à vous tous et sans nul doute à l'année prochaine. Quelques mots en complément de ce que vient de dire Christian. Donc, on s'était donné comme baseline, comme on dit dans la communication cette année, sortir de l'obscurité et rallumer l'espoir. Je crois qu'on a assez bien réussi à remplir cette promesse au cours de cette édition. Alors, comme ça a déjà été dit, on l'a fait avec très peu de moyens financiers, très peu de moyens matériels, donc aucun soutien public, mais grâce à votre soutien et au travail de nos nombreux bénévoles, je voudrais remercier en particulier donc, Stéphane, Luc, à la Charité, Henri Vallès pour son accueil aussi ici. On a aussi bénéficié, évidemment, alors sans soutien financier, mais d'un soutien très important de nos partenaires médias. On est très, très fiers et très heureux de pouvoir compter sur le soutien de la plupart des médias indépendants et de gauche dans ce pays pour ce festival. Il faut remercier aussi beaucoup ceux qui nous ont aidés, l'équipe qui nous a aidés sur la communication, donc Valério, Adrien en particulier. Merci à tous ces soutiens qui nous ont permis de réussir cette édition. Il est clair qu'on est malgré tout dans une course de vitesse pour 2027, que la situation est très grave et les perspectives, malgré notre effort, restent a priori très négatives. Simplement, vous savez que moi je suis très vieux maintenant, j'ai beaucoup de cheveux blancs. En 78, j'étais déjà désespéré et je pensais qu'on était parti pour une génération. En 86, j'étais désespéré et je pensais qu'on était parti pour une génération. En 93, j'étais désespéré et je pensais qu'on était parti pour une génération. Et à chaque fois, on a réussi malgré tout à rebondir beaucoup plus vite que ce que je pensais au départ. Je crois qu'on en est capable aujourd'hui. Je pense que Trump peut nous aider dans la mesure où il montre et il va montrer ce que c'est que l'extrême droite réellement existante au pouvoir. Alors je sais que ça reste aujourd'hui une question ambivalente, ça aide aussi l'extrême droite, mais je pense que dans les mois qui viennent, quand on va mesurer en France ce que ça veut dire que l'extrême droite soit au pouvoir aux États-Unis, ça va pouvoir nous aider. Je sais bien que cette fois, les enjeux sont aussi beaucoup plus graves que ceux que j'ai cités précédemment. Mais c'est vrai que le processus qui a été lancé, notamment par Lucie et dernièrement le 2 juillet sur le plan des partis politiques, est évidemment essentiel et très, très positif. Ce qu'il s'agit maintenant, c'est malgré tout de l'élargir. L'union des partis, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Donc il faut réussir à l'élargir à la société civile organisée ou pas, comme on dit. Il faut réussir à reprendre la bataille des idées, la bataille des projets et à la gagner. Donc c'est sur ce terrain-là que je crois que le Festival des idées peut être en particulier utile pour compléter ce processus politique, pour relayer ce processus politique et lui donner la largeur suffisante pour qu'on puisse l'emporter en 2027. On espère y avoir contribué cette année, on espère pouvoir y contribuer avec vous l'an prochain aussi. Voilà. Merci Guillaume.
Allez, il faut savoir terminer. Merci. Il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent de déjeuner éventuellement encore ici avec le basket qui propose quelques repas. Excuse-moi. Ah, alors, un mot de Stéphane, qui a été quand même... C'est le chef d'orchestre dans la Nièvre de la préparation du Festival des idées. D'où les applaudissements trop timides que j'entends. Merci. C'est surtout à toute l'équipe qui vous attend encore pour vous accompagner pour ces dernières minutes ici. Moi, je voulais dire juste quelque chose de très rapide, remercier effectivement à toutes celles et ceux qui ont participé. Et 3 mots. J'ai compris qu'il y avait plein d'énergie, les murs ont bougé. Et vous vous rappelez, il y a 4 ans, c'était faire tomber les murs. On y est presque. Deuxième chose, j'ai compris qu'il y avait un collectif qui existait déjà et qui s'est grandi aujourd'hui. Et le dernier, solidarité. La solidarité qui doit répondre à des urgences, même si les urgences se traitent par le calme et l'organisation. Et bien, il y a une urgence à la charité, et notamment pour mon équipe de bénévoles qui sont usés et que je remercie encore. Ben, l'urgence, c'est que chacun et chacune prenne une chaise et nous la ramène là-bas. Et je vous remercie beaucoup et à l'année prochaine. On n'a jamais aussi bien introduit une opération de manutention.